Bonjour à tous, nous allons faire un documentaire ensemble et je vais vous apprendre sur un domaine en géographie qui est étudié en licence à l'université. Le titre sera Les transports ferroviaires de voyageurs en Midi-Pyrénées. Alors, au sommaire, nous verrons en premier l'introduction générale, puis la présentation du projet, les lectures exploratoires et mots-clés, la construction d'un cadre d'analyse, puis la méthodologie, l'exploitation des résultats, la discussion, la conclusion générale, la bibliographie et les annexes. Premier point, introduction générale. Dans cette étude, nous verrons comment a évolué la fonction ferroviaire et comment elle fonctionne. Celle-ci fait référence avant tout à plusieurs notions historiques et géographiques. Située précisément dans un État et une même province définie, la région Midi-Pyrénées. Elle verra une évolution des transports ferroviaires considérable depuis la révolution industrielle jusqu'à l'arrivée du train à grande vitesse et d'un projet de ligne à grande vitesse, LGV, nommé JPSO. Une référence à TER, Train Express Régional, est mise en avant, vu que c'est une branche de la région qui gère les transports régionaux. Deux entreprises gèrent les transports ferroviaires de Midi-Pyrénées. En premier lieu, la région Midi-Pyrénées, qui est l'autorité organisatrice des transports collectifs et voyageurs. C'est donc elle qui a la responsabilité et l'organisation du financement des TER, trains plus autocars. Elle détermine les destinations des trains régionaux, leurs fréquences et leurs horaires. Le TER Midi-Pyrénées est le réseau de lignes TER de la région administrative de Midi-Pyrénées, qui est le premier en France à avoir établi un plan rail impliquant la rénovation totale de 500 km de voies ferrées avec un financement en grande partie régional. Un historique avant la décentralisation. En 1960, le trafic régional et local est assuré surtout par les trains omnibus qui incluent les trains directs ou semi-directs. Dans l'actuelle région midi-pyrénéenne, ce trafic est alors moyennement développé avec, en règle générale, entre 3 et 5 allers-retours par jour et par section de ligne. Une desserte périurbaine de Toulouse n'existe pas encore. Si les deux sections Toulouse-Matabio à Portet-Saint-Simon et Toulouse-Matabio à Saint-Sulpice-sur-Tarn présentent une offre également supérieure à 10 allers-retours, c'est parce qu'elles sont et desservent un tronçon commun de plusieurs relations. La courte antenne de Viviers-des-Caseville dans le nord de l'Aveyron est la seule ligne à bénéficier d'une desserte aussi étoffée. Sur le plan des liaisons plus longues, Toulouse-Albi, celle dont le trafic régional est le mieux développé, avec 8 à 9 allers-retours par jour. Ce n'est pas sur des lignes secondaires, mais sur des lignes principales que l'on rencontre les sections de trafic omnibus les plus faibles, sur Toulouse-Narbonne, Brive-Cahors. Il est de 2 trains par jour et par sens, et sur axe la Tour de Carole, d'un unique aller-retour par jour. Or, ces lignes étant parcourues par des trains express à arrêt relativement fréquents et utilisables sans supplément, l'offre est réellement plus élevée. Le début de la centralisation et des transports régionaux. Pour marquer le début de son engagement en faveur du transport ferroviaire, la région Midi-Pyrénées achète en 1982 un autorail X 2100 presque neuf qui était auparavant affectué au Massif central. Le LOTI, Loi de l'orientation des transports intérieurs, promulgue le 30 décembre 1987, encourageant la décentralisation des transports sans pour autant définir un cadre précis. Le TER Midi-Pyrénées est lancé en 1986 à la suite de la mise en place d'une nouvelle politique commerciale de la SNCF, Société nationale des chemins de fer français, sur le plan des transports régionaux, souhaitant affirmer davantage sa propre identité d'entreprise et mettre en avant, notamment, aux décorations des trains suivant leurs souhaits des régions. TER traduit par une stratégie commerciale reposant sur la marque TER et son logo et sa décoration, sorte de label de qualité. La plupart des régions doivent faire face en 1993 à un nouveau problème financier. La SNCF, après avoir défini la catégorie des
express d'intérêt régionaux, EIR. Tout déficitaire demande aux régions de les intégrer dans l'offre TER. Sur le plan national, ces trains représentent près de 25% du volume des trains par kilomètre des TER. Avec le Nord-Pas-de-Calais, la région Midi-Pyrénées est la seule région à ne compter aucun IER. Elle termine les nouveaux projets dans l'attente d'une résolution de son différend avec la SNCF. Aujourd'hui, le TER Midi-Pyrénées représente en 2010 356 circulations de trains et 80 circulations d'autocars par jour en pleine semaine, utilisées par plus de 30 000 voyageurs en moyenne journalière grâce au travail de 4 000 cheminots. Sur un réseau ferroviaire de 1485 km, les trains TER ont parcouru 9,5 millions de kilomètres, dotés de 146 gares et points d'arrêt, aussi nommés PANG, points d'arrêt non gérés, auxquels s'ajoutent 261 points d'arrêt routiers. La nouvelle convention établie pour une période de 10 ans de 2008 à 2017 renforce l'exigence de la qualité avec le rehaussement des objectifs à atteindre et une plus grande responsabilisation de la SNCF sur le résultat. 2 critères sont intégrés et mesurent indépendamment l'information en situation perturbée, la disponibilité du matériel roulant. 2. Présentation du projet. Alors, il y a 3 justifications. La première est une justification personnelle. Le choix de recherche pour faire ce documentaire a été réalisé grâce à une passion de voyage et de train pour ma part. Après, une justification scientifique. Pour l'état scientifique, ce thème est très à l'aise car l'évolution technologique a permis à l'essence même du train et donc des lignes de trafic voyageurs une importance considérable des sciences a permis l'élaboration de meilleurs systèmes de sécurité et gain de temps avec l'apparition du TGV, train à grande vitesse. Après, enfin, en troisièmement, une justification sociétale. Le phénomène des trains est avant tout mis en avant par la société, car c'est elle qui définit sa fréquentation et donc son évolution. C'est un des acteurs principaux de cette avancée. Ce thème est donc intéressant pour croiser son interdisciplinaire avec l'histoire, la géographie et la sociologie. Notre question de départ sera pourquoi et comment les transports ferroviaires de voyageurs ont évolué en Midi-Pyrénées de 1860 à nos jours. Donc dans une troisième partie, nous allons faire les lectures exploratoires et mots-clés. Les mots-clés, nous allons nous aider du dictionnaire Larousse en ligne qui va définir les définitions suivantes. Le chemin de fer est un moyen de transport dont les véhicules roulent sur une voie ferrée constituée de rails exploitant ce moyen de transport. Une gare est l'ensemble des installations de chemin de fer permettant d'assurer les opérations relatives à la circulation des trains, aux services et aux voyageurs ou marchandises. Un train est un convoi de chemin de fer en ordre de marche constitué par un ou plusieurs engins moteurs, entre parenthèses locomotives et automotrices automoteurs, remorquant ou non un ou plusieurs véhicules. Et la dernière définition sera une voie ferrée est un chemin de roulement constitué par une ou deux fils de rails parallèlement fixés sur des traverses et sur lesquels circulent les métros-trains. Ne pas traverser les voies. Nous allons aussi voir l'utilité de sigles. Alors le sigle TER c'est train express régional, le sigle TGV c'est train à grande vitesse, le sigle intercité c'est un sigle des trains dédiés à la moyenne distance et le sigle intercité de nuit c'est des trains de nuit en couchette ou siège inclinable. Le tableau des lectures pour faire ce documentaire a été utilisé grâce à des revues. La revue Transports urbains, dossier infrastructure ferroviaire numéro 108, octobre-décembre 2005, qui nous aide à mettre en avant l'état du réseau en statistiques et cartes. En second, la revue Transports urbains, dossier TER et TIR. Les territoires numéro 107, juillet-septembre 2015, qui nous aide les relations entre trains et grandes lignes ferroviaires interrégionales et régionales. En second, Wikipédia, puis la SNCF avec les fiches horaires.
la SNCF aussi avec les coupes topographiques, et le livret des transports en Midi-Pyrénées, direction des infrastructures régionales, les cartes de RFF, journal d'avenir janvier 2013 de Midi-Pyrénées sur rff.fr, et la dépêche ariégeoise le 29 novembre 2013 avec pour titre les trains pour la Catalogne stoppés à Exeter. La synthèse des lectures sera celle-ci. Un petit point économique et social sur les réseaux ferrés de Midi-Pyrénées, plusieurs acteurs y sont impliqués. Comment cela fonctionne? En priorité, la SNCF, exploitant du réseau régional, la SNCF fait circuler les trains, gère le personnel, les gares, la billetterie et la maintenance du matériel. Elle est responsable de la qualité du service, de la ponctualité et de l'information aux usagers. En deuxième point, RFF, qui est le réseau ferré de France. Le réseau ferré de France est chargé d'entretenir et de moderniser l'infrastructure voies et quais, à qui ça appartient. En troisième, l'État. L'État est partenaire financier. L'État participe à travers le contrat des plans État-région et en accord avec un programme national au financement de diverses infrastructures routières et ferroviaires. Par ailleurs, l'État est autorité organisatrice des trains intercités et d'équilibre du territoire, nommés anciennement Théos, Lunéa et Corail Intercité. L'Europe aussi est partenaire financier. L'Europe, par des fonds FEDER, Fonds européens des développements régionaux, participe également au financement de divers travaux d'infrastructures routières et ferroviaires. Puis, en dernier lieu, la région, autorité organisatrice des transports collectifs de voyageurs. Depuis 2002, c'est la région qui finance l'exploitation des trains régionaux. À ce titre, elle définit les tarifs régionaux, fixe la fréquence, les horaires et les dessertes des trains TER. Elle finance également le matériel roulant et la rénovation des gares. La région Midi-Pyrénées consacre un montant annuel de 260 millions d'euros environ, soit 22% de son budget total. C'est ainsi 5 millions de voyageurs qui ont été transportés en 2011 contre 11 millions en 2012. C'est ainsi un doublement en environ 10 ans. Les horaires. La région Midi-Pyrénées est la première région à avoir mis en place un principe de cadencement à horaire fixe, c'est-à-dire le départ et arrivée des trains à une heure précise toutes les demi-heures, heures ou 2 heures, etc. Pour exemple, les trains à destination de la ligne Pamiers, Foix, Ax-les-Thermes, la Tour de Carol qui viennent de Toulouse partent soit à 19 ou 49 selon les périodes de la journée, ce qui permet de simplifier l'information aux voyageurs et d'augmenter la fréquence sur certaines lignes ayant les besoins. Avec l'augmentation de la clientèle des TER ces dernières années, l'accessibilité aux gares est une des questions clés pour la poursuite du développement de l'offre des dessertes. En troisième et grand lieu de cette partie, nous allons voir la tarification. Elle est socialement et économiquement avantageuse pour tous les Midi-Pyrénéens. La région a contribué à répondre avec le transport collectif aux défis du développement durable et à proposer une alternative efficace au tout automobile. 3 tarifs sont mis en avant. Le premier est celui de l'abonnement, qui met en valeur pour le travail. Puis le second avec les offres et les packs. Et le troisième, Ticket Move et Skirail. Pour mieux comprendre l'évolution du réseau ferroviaire en Midi-Pyrénées, nous allons voir plusieurs facettes de lignes. Pour fermer une portion ferroviaire, plusieurs moyens sont possibles. En premier lieu, une absence d'amélioration d'infrastructures et des temps de parcours. Puis en second lieu, une réduction des fréquences des trains et une cassure des liaisons directes avec les trains grandes lignes, surtout durant la période entre 1990 et 2005 avec les trains Corail préexistantes. Et pour définir une rupture de correspondance, une désinformation de la clientèle. Un très bel exemple pour illustrer ces propos de la ligne Cahors à Cap-de-Nac. Celle-ci a vu sa limitation de vitesse régresser au fil du temps et n'assurant plus les correspondances pour Figeac, Aurillac, Brive-la-Gaillarde, Toulouse-Matabiau et Paris-Austerlitz. Elle a été fermée au trafic SNCF voyageurs en 1980 et au trafic marchandises en 1989. En général, les lignes
avant au trafic voyageurs, puis après au trafic marchandises, car elle demande moins de travaux pour les trafics marchandises. En 1993, elle fut réouverte pour le trafic des trains Quercy-Rail et en 2003, le trafic fut arrêté complètement suite au mauvais état de la ligne et des voies, et la fermeture officielle fut le 11 janvier 2013. Il y a aussi un problème pour les trains, c'est les conditions climatiques. Les trains sont aussi soumis au climat, par exemple sur la ligne Toulouse-La-Tour-de-Carol en hiver, une forte concentration de neige est souvent. Par conséquent, un arrêt préfectoral est souvent pris pour stopper les trains à Ax-les-Thermes et éviter tout risque aux usagers. Et des fois, des cars de substitution ne sont pas mis en place de Toulouse à Ax-les-Thermes et de Ax-les-Thermes à la Tour-de-Carol. Troisième lieu, nous allons faire la construction, enfin en quatrième partie, la construction d'un cadre d'analyse. Nous allons étudier 3 exemples. Le premier sera la ligne étudiée qui sera Brive-la-Gaillarde à Montauban-Villebourbon. Cette ligne a été mise en service en 1884 de Montauban-Villebourbon à Cahors, puis en 1891 de Cahors à Brive-la-Gaillarde. Cette ligne fait partie d'une ligne majeure en France. Elle est située sur la grande ligne Les Aubrais-Orléans à Montauban-Villebourbon. La partie que nous allons étudier est donc une partie infime de cette ligne, située en Midi-Pyrénées, en rapport direct avec notre problématique, suite à l'évolution des transports ferroviaires en Midi-Pyrénées. Tout d'abord, cette ligne mesure environ 163 km. Elle fut électrifiée totalement en 1943, impliquant plusieurs trafics. Le trafic régional avec les GL, trains grande ligne, reliant en train express, celui régional et local avec les rames omnibus et celui marchandise avec les trains fret. Le plan de ligne est à observer plus tard sur l'aspect de la courbe topographique que nous vous montrerons. En 1980, 27 gares étaient ouvertes au trafic voyageur contre 10 en 2013. En 1980, la ligne faisait état d'une moyenne de 6 km entre chaque gare contre 16 aujourd'hui. Un complément est possible à voir sur internet et à rechercher pour les circulations grandioses de cette ligne, notamment le Capitole, un grand train qui a commencé à être un des trains les plus rapides de France. Puis le nouveau Intercité Eco, créé le 21 avril 2010. Les rames font 10 voitures et sont composées de matériel corail de nuit, décliné en version ex-linéa couchette première et seconde classe. Origine Paris-Austerlitz. La traction est assurée en BB 22200 et BB 78500. Il circule à 140 km/h maximum et met environ 7 heures de Paris-Austerlitz à Toulouse-Matabio. Il circule dans les deux sens. Ce train a été inventé et créé pour ramener les rames Lunéa de nuit en journée et donc faire payer les gens moins cher vu que le confort est beaucoup moins important. La deuxième ligne que nous étudierons sera la ligne Toulouse-Matabio, Saint-Sulpice-sur-Tarn, Tessonnières, Albi, Carmont, Rodez. Cette ligne a été mise totalement en service en 1845. Elle est longue de 156 km. Cette ligne comporte 3 lignes internes pour la partie Toulouse-Matabio à Tessonnières, entre parenthèses Gaillac. C'est la ligne Toulouse-Matabio à Brive-la-Gaillarde via Cap-de-Nac. Pour la partie Tessonnières-Albiville, c'est elle-même. Et pour la partie Albiville-Rodez, elle fait partie de la ligne Castelnaudary-Rodez. C'est une ligne à voie unique au bon profil. Les déclinivités ne dépassent pas 5 pour 1000. Le rayon des courbes en dehors des gares d'extrémité varie entre 800 et 1000 mètres, ce qui permet une courbe de vitesse maximum 130 km/h pour les trains voyageurs. Peu de trains fret circulent, mais certains trains infrastructures pour la modernisation et le renouvellement des voies circulent. Les gares de cette ligne n'ont pas beaucoup changé ni été fermées. Cette ligne comptait 30 gares à son ouverture et en compte 18 aujourd'hui.
en 2013. En 2014, une gare va réouvrir, celle de Tanius, pour raison de demande et de croisement, ce qui ramènera une gare moyenne entre chaque gare de 5,2 km en 1864 à 8,6 km en 2014. Cette ligne a bénéficié du plan rail de 2007 à fin 2013. La rénovation des infrastructures et du matériel a été foudroyante et excessive pour cette région qui en avait beaucoup besoin. Mais aussi le doublement partiel de la voie ferrée entre Toulouse-Matabiau et Saint-Sulpice-sur-Tarn de 16 km, soit 60% de la ligne, a été fait ayant pour but de fluidifier le trafic et augmenter la capacité, car cette ligne voit passer les trains pour Castres, Mazamet, Figeac, Aurillac et Clermont-Ferrand, en plus de l'axe direction de Rodez. Pour plus de précision, veuillez vous renseigner sur le plan rail de 2007 à 2014. La troisième ligne étudiée sera la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, ainsi nommée aussi LGV. Actuellement en projet, celle-ci fut la seule validée par le président François Hollande durant juin-juillet, contre toute attente, car le président François Hollande a annulé tous les autres projets de grande vitesse, sauf les projets qui étaient en cours, comme la LGV Le Mans-Rennes, la deuxième phase LGV Est, Lorraine TGV Strasbourg, et la LGV Tours-Bordeaux. Actuellement en projet, donc c'est la seule LGV retenue, gardée par le gouvernement français, qui pourrait être inaugurée avant 2030, précisément en 2024. En effet, en juillet 2013, le président des Transports a ainsi validé la convention et le tracé de la LGV. Ce projet mettrait en avant la création de nouvelles gares TGV en gare de Montauban-Ville-Bourbon et Agen, qui seraient à l'extérieur de l'agglomération agenaise et montabanaise, permettant ainsi une facilité d'intermodalité en correspondance avec le réseau TER Aquitaine et Midi-Pyrénées. Ce serait une première en France, car une volonté de mettre la ligne à 360 km/h en circulation commerciale qui mettrait Toulouse à Paris en 3h10, 3h20 contre 5h30 actuellement. Mais cette LGV n'est utile que si la LGV Bordeaux-Tours est ainsi finie en 2017 suite à des problèmes de financement, mais celle-ci sera finie un an avant et pendant un an sera titulaire de tests et rapprochera ainsi Paris-Toulouse en 4h30 à 4h50. Un communiqué de presse a été fait le 23 octobre 2013 qui peut être ainsi vu par le cabinet du ministère délégué des Transports à la mer et à la pêche. Suite à ces trois présentations et cette introduction, nous pouvons donc faire plusieurs hypothèses. La première serait que l'emplacement et la mise en service de gares serait-elle en fonction du nombre d'habitants dans les communes concernées. La deuxième serait l'exode rural et l'augmentation de la population urbaine ne favorisent-elles pas la centralisation des gares sur les grandes villes. La troisième serait y a-t-il assez de voyageurs pour créer un train. La quatrième serait les lignes à grande vitesse ne contribuent pas à réduire les trains sur certaines lignes. Et la cinquième serait la région midi-pyrénéenne ne serait-elle pas dépendante des autres régions en France. Nous allons donc faire la constatation de questionnaires grâce à des diagrammes et graphiques pour justifier notre terrain d'étude. Elle fut appuyée par un déplacement dans la région pour mieux comprendre le fonctionnement de ce réseau par moi-même. Donc notre terrain d'étude sera donc un ordre chronologique et géographique pour un approfondissement du sujet. Voici le résultat du questionnaire posé à 29 personnes en région midi-pyrénéenne sous forme de diagrammes, courbes et graphiques ainsi précédés. Donc le premier a été un questionnaire qui montre la fréquence de voyageurs et d'usagers sur le réseau ferroviaire Midi-Pyrénées en octobre 2013. La partie dominante est la réponse souvent,
suivi de la pause de temps en temps, ainsi que parfois. Puis, le deuxième diagramme, la raison des voyages pour les usagers sur les réseaux Midi-Pyrénées. En grande partie pour la famille, le loisir, puis en deuxième pour les études, et en tertiaire pour le professionnel, donc le travail. Un autre diagramme pour faire les destinations de voyage des usagers du réseau ferroviaire de Midi-Pyrénées en 2013, nombre sur 37 personnes par destination. Les trajets les plus fréquents sont région Midi-Pyrénées à région Midi-Pyrénées, suivi de région Midi-Pyrénées à province, et en dernier lieu, la région Midi-Pyrénées à Île-de-France, ainsi que Paris-Austerlitz et Paris-Montparnasse. La plupart des trains que les gens prennent en 2013 sont des TER, suivis de Intercités de jour, puis de TGV et d'Intercités de nuit. Les Intercités de nuit sont les moins pris suite à leur petit nombre. Puis, que pensent les gens des points d'arrêt en Midi-Pyrénées? La plupart disent pas sale, suivi de bon, puis pas d'avis, ainsi que mauvais. Les heures de départ sur le réseau ferré de Midi-Pyrénées en octobre 2013 ont un pic entre 8h à 11h, suivi de 16h à 18h30, et un creux de 14h à 16h. Puis les gens ont souvent une carte jeune ou senior, c'est une carte SNCF à réduction, suivie de rien, c'est-à-dire tarif normal, ou en contrepartie un abonnement SNCF, ou un pack TER Midi-Pyrénées, ou en dernier lieu un abonnement TER Midi-Pyrénées. Pour en revenir aux heures des départs des usagers, nous allons maintenant parler des heures d'arrivée des usagers sur le réseau ferroviaire de Midi-Pyrénées en octobre 2013. Les plus importantes sont entre 16h et 21h. Nous allons présenter ainsi le matériel en Midi-Pyrénées. En premier lieu, nous allons parler des TER X73500, circulation uniquement en diesel, ils desservent plusieurs lignes, comme les lignes Toulouse, les Arènes, Colomiers, l'île Jourdain, Auch, ou Toulouse, Matabio, Rodez, ou Rodez, Millau, ou Rodez, Brive-la-Gaillarde, ainsi que Figeac-Aurillac et Brive-Aurillac via Saint-Denis, Prémartel. En troisième lieu, nous allons voir ce qu'est un X73500, autre circulation uniquement diesel, il dessert plusieurs lignes en Midi-Pyrénées, comme Toulouse-Figeac, Aurillac, Clermont-Ferrand, ou Toulouse-Carmaux. En troisième lieu, nous allons voir les TER AGC, automoteurs à grande capacité, circulant sur les lignes diesel de Toulouse-Castres-Mazamet, Toulouse-Carmaux, Toulouse-Auch, et sur les lignes électriques, car il est bimode. Ces TER peuvent faire diesel ou électrique. Sur les lignes électriques, ils desservent Toulouse-Pamiers, Foix, Axe, les Tour de Carole, Toulouse-Montrégeau, Gourdon-Polignan, Luchon, Toulouse-Carcassonne, Narbonne, Montpellier-Saint-Roch, Avignon-Centre, Toulouse-Cahors, Montauban, Ville-Bourbon, Agen ou Brive-la-Gaillarde et Toulouse-Muret. Ensuite, nous allons voir les TER Z2 qui circulent uniquement sur le réseau électrifié de Toulouse-Montauban, Agen, Toulouse-Cahors, Brive, Toulouse-Castelnaudary, Carcassonne, Narbonne, Toulouse-Muret, Boussens, Montrégeau, Gourdin-Polignan, Tarbes, Lourdes, Pau, ou encore Béziers, Millau, Saint-Chély-d'Apcher, Neussargues. D'autres rames existent, ce sont les TER Rio ou RR qui ont besoin d'une locomotive externe à la structure du TER pour fonctionner. Ces TER relient ainsi souvent les axes Toulouse-Montauban, Toulouse-Montrégeau, Gourdin-Polignan, Toulouse-Castelnaudary-Carcassonne et en diesel, rarement Toulouse-Albiville. Puis pour ce qui s'agit des TER, les derniers sont les X72000, X2200 et X2100, uniquement diesel qui circulent sur l'axe Toulouse-Albiville, Carmaux, Rodez, Rodez-Figeac, Brive, Brive-Aurillac via Saint-Denis, Prémartel. Enfin, pour parler de modernité, nous avons depuis peu, environ depuis le 1er janvier 2014, un nouveau TGV AVE, qui est une première apparition du TGV espagnol reliant Toulouse-Matabio à Barcelone-Centre en 3h02, le plus rapide. Puis pour parler des nouvelles rames, nous allons avoir à partir du 22 avril 2014
les rames TER Régiolis, qui sont des nouveaux TER prévus et neufs. Un bilan sur le diagramme et sur les trains en Midi-Pyrénées. L'importance des TER est flagrante. Si nous coupons la région Midi-Pyrénées en un axe région nord, région est, région sud-ouest et région nord-est, nous pouvons donc constater que dans la région nord, le trafic TER est très important, avec seulement un intercité qui est le Paris-Austerlitz-Rodez et Paris-Austerlitz-Albi le samedi, en relation de nuit, c'est-à-dire intercité de nuit. Puis en région est, nous avons une grosse importance de TER, mais aussi d'intercité et TGV grâce à la ligne Toulouse-Castelnaudary-Carcassonne. Puis sur la région sud-ouest, une importante mise en avant du train très mis en avant. Excusez-moi, un traducteur entre en gare. Donc nous pouvons voir grâce à ces multiples graphiques l'importance du train et comment il est utilisé. Donc le graphique que j'ai fait avec un diagramme des nombres de trains circulant en Midi-Pyrénées entre juillet et décembre 2013 se comporte de 362 TER ou 63 TER, 29 TGV, 30 intercités, 2 TEZ éco et 12 intercités de nuit, sachant que récemment, l'intercité de nuit Hendaye-Nice ou Bordeaux-Nice a été supprimée. Voilà, donc voici un croquis du réseau ferroviaire de Midi-Pyrénées fin décembre 2013. Donc nous pouvons voir que le trafic voyageurs et fret est divisé. Il y a plus de lignes ouvertes au fret. Certaines lignes sont à voie unique ou à double voie, électrifiées ou non. Et certaines gares permettent, comme Narbonne, l'accès, ou Agen, l'accès à des correspondances pour d'autres lignes au réseau TER en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Limousin, Auvergne ou Aquitaine encore. Donc voici un deuxième croquis qui montre les circulations des trains ferroviaires en Midi-Pyrénées en décembre 2013 avec des correspondances que nous voyons mieux pour Perpignan, Barcelone, Montpellier, Avignon, Marseille, Lyon, Lille, Nice, Dijon, Clermont-Ferrand, Neussargues, Paris, Limoges, Bordeaux, Nantes, Mont-de-Marsan, Morsinx, Dax, Hendaye et Bayonne, ainsi que Villefranche-Vernay-les-Bains, Perpignan, puis Cerda et Barcelone via la Tour de Carole. Puis voici aussi plusieurs cartes différentes qui montrent l'évolution de 1860 à 1921. C'est-à-dire qu'il y avait peu de voies ferrées, elles ont ouvert assez lentement, puis quand elles ont ouvert, elles ont suivi d'un coup. C'était l'explosion des voies ferrées, c'est-à-dire un grand nombre de voies ferrées ouvertes, nationales, départementales et régionales. Puis ainsi, sur la carte de 1921 à 2013, nous voyons l'arrivée et la mise de voies ferrées en projet de réouverture à la SNCF d'Oloron à Bédoux en Aquitaine et de Pennes d'Agen à Villeneuve-sur-Lot en Aquitaine. Rien n'est prévu en Midi-Pyrénées pour cette année ou l'année 2014 ou 2015. Ainsi, donc, nous avons vu comment fonctionnait le réseau. Maintenant, nous pouvons voir, grâce à l'aide de cette carte du plan Rail Midi-Pyrénées 2007-2013, les lignes qui ont été impactées et ce que ça a fait. Le coût total aussi qui est de 40 millions d'euros pour les régions, 48 pour l'Union européenne, 193 pour l'État et 179 pour le réseau ferré de France. Ensuite, après avoir vite fait naviguer avec les anciennes horaires de Brive-la-Gaillarde à Montauban-Jules-Bourbon, nous pouvons constater que les dessertes ont été ainsi diminuées. Ça, nous l'avons vu dans une période précédente.
Voilà. Donc, en quatrième lieu, l'exploitation des résultats, la présentation des résultats. La première donnée, c'est la tranche d'âge qui utilise le plus de trains et de 10 à 30 ans. C'est la catégorie sociale des adolescents, étudiants et jeunes travailleurs. La deuxième donnée, c'est la majorité des personnes qui prennent le train, c'est souvent. La troisième donnée, c'est les usagers en Midi-Pyrénées qui prennent le train le plus souvent c'est pour des, pardon, excusez-moi, c'est pour des raisons de loisirs ou de famille. La quatrième, les usagers transitent de Midi-Pyrénées en Midi-Pyrénées le plus souvent. Le type de train emprunté le plus pour les usagers est le TER, vu qu'il dessert le plus et qu'il y en a plus. Le nombre de points d'arrêt en Midi-Pyrénées est perçu passable, voire bon pour les usagers. Et voilà, et après j'avais parlé tout à l'heure de l'analyse. Donc j'ai eu un entretien avec Isabelle Roumégou de la direction des infrastructures et des transports de la région Midi-Pyrénées pour permettre de comprendre l'évolution et le fonctionnement de Midi-Pyrénées du réseau ferroviaire toujours. Elle m'a appris pour l'arrivée du Régiolis d'un nouveau TER où celui-ci sera mis en service normalement le 22 avril 2014 comme je vous l'avais dit, qui s'occupera des dessertes TER nationales et régionales pour les trains interrégions. Ils sont prêtés entre régions suite à la numération de temps de machines par dépôt et se mettent d'accord du louage du matériel pour chaque région. Donc après nous allons parler du coût. Nous avons parlé du coût d'un billet. Sur un billet de train, l'usager paye un tiers du coût réel du transport et les deux tiers sont divisés en 50% payés par la région et 50% payés par l'État. Nouveauté en 2014 en Midi-Pyrénées, une vélostation, lieu pour garer les vélos en correspondance avec le train, a été ouverte en gare de Toulouse-Matapio, à côté de la voie 1B située à l'extrémité de la gare. Cette nouvelle création est accessible par un badge pastel composant 676 places disponibles. Et le 8 novembre, 2013, jour de son inauguration, déjà 105 places sont utilisées. Voilà. Après, il y avait pour l'analyse des photos que j'ai présentées. Grâce à celle-ci, on constate bien l'évolution du matériel roulant et des infrastructures ferroviaires. Plusieurs matériels sont utilisés selon l'état de la voie et de son électrification ou non, et de sa limite de vitesse. La technologie fait une progression dans le domaine de la qualité d'accueil et de confort pour les usagers. Après, nous avons aussi parlé de la VE SNCF, reliant Toulouse à Barcelone en 3 heures à partir d'octobre 2013, qui a été décalé à décembre 2013 suite à des travaux et la non-finition de certaines choses. Puis après, nous allons parler du TER Régiolis. La région Midi-Pyrénées en a commandé 25 rames qui seraient utilisées pour les dessertes périurbaines principalement. Sa composition aura 3 versions, petite en 3 voitures, moyenne en 4 voitures et grande capacité en 6 voitures. Cette dernière pourra accueillir 650 passagers. Pour le croquis, nous allons analyser les croquis, une présentation spatiale de la région Midi-Pyrénées tout d'abord, puis c'est une mise en avant du nombre de dessertes pour les destinations de Midi-Pyrénées et comprenant tous les trains voyageurs y passant. Nous pouvons constater que plus les voies ferrées s'éloignent de Toulouse, moins les TER y sont importants. Les deux croquis montrent la base du réseau ferré de Midi-Pyrénées. Le premier croquis met en valeur les types de lignes électrifiées ou non, et le nombre de voies 1 ou 2. C'est grâce à cette carte que nous pouvons poser une image de matériel utilisé grâce aux photographies sur les lignes suivantes, avec des critères différents. Le deuxième croquis met en valeur les relations dans la région Midi-Pyrénées, dans les autres régions et vers la capitale, ainsi Paris. Nous constatons donc l'importance des TER en Midi-Pyrénées et leur répartition. Ce croquis montre donc aussi leurs principaux foyers de peuplement des grandes agglomérations Midi-Pyrénées et en fonction du nombre de trains circulants. Après, pour les diagrammes, une synthèse, dans une grande partie des trains Midi-Pyrénées sont des TER, puis viennent les intercités et enfin les TGV. Cependant, une donnée manque à ces deux documents, les trains pèlerins. Mais comme ceux-là sont à des horaires non indiqués, des circulations que nous ne comptabiliserons pas.
Ainsi, ils sont spéciaux. Ils viennent de la France entière et de l'Europe entière, dont principalement le Nord, Brest, Quimper, et des fois Amsterdam, Bruxelles, Venise, Milan et Rome. Après, pour l'analyse des fiches horaires, ce total de fiches horaires sur l'axe Brive-La Gaillarde, Montauban-Jules-Vauban nous montre bien l'évolution et la confirmation de cet axe. Le phénomène d'exode rural fut présenté sous cette ligne, car les gares situées entre les principales villes ont pratiquement toutes fermé. Depuis 2012, un cadencement fut opéré pour simplifier l'accès aux trains et leur rentabilité. Donc maintenant, nous allons répondre aux hypothèses que nous étions posées. Donc la première réponse est pour la première hypothèse. L'emplacement et la mise en service de gares seraient en fonction du nombre d'habitants dans les communes concernées, c'est la question. Cette hypothèse est confirmée. Une gare est ouverte en fonction du nombre de demandes qu'elle reçoit par habitant, à condition que la commune en question soit située à proximité ou sur une voie ferrée. Si ce n'est pas le cas, la commune la plus proche de la voie ferrée, même petite, va se voir ouvrir en regroupant et regroupera ainsi l'ensemble des communes alentours pour desservir le canton concerné. Exemple, sur la ligne Montauban-Villeroy à Avril-la-Gaillarde, la gare de l'Albenque-Fontaine est située sur le bourg nommé Pêche-Gros, qui va contribuer à la desserte des communes principales de l'Albenque et de Fontaine. Mais une gare peut être ouverte aussi en plus pour une raison de croisement de train ou autre sur une voie unique. La deuxième hypothèse était l'exode rural et l'augmentation de la population urbaine ne favorisent-elles pas la décentralisation sur les grandes villes? La réponse est oui, mais actuellement un autre mouvement se fait, le mouvement géographique de l'arrivée de la population dans les villes vers les zones périurbaines et donc les gares situées dans les villes voisines de communes allant de 3 à 40 km en moyenne croît. Par exemple, pour les raisons professionnelles, les populations périurbaines habitent à Montagneux-la-Conseillère et travaillent à Toulouse prennent les trains TER pour aller travailler de la ligne Saint-Sulpice-sur-Tarn à Toulouse-Matagueux. La troisième hypothèse était, y a-t-il assez de voyageurs pour créer un train? La réponse est, sur certaines lignes, c'est le cas, et d'autres non. Il faut savoir que le coût d'une infrastructure ferroviaire est assez élevé, et la région Midi-Pyrénées doit se délimiter à choisir les principaux axes. Or, quand il y a absence de voie ferrée ou voie ferrée en mauvais état, si la population concernée est assez nombreuse et que le coût des infrastructures n'est pas très élevé, un projet de réouverture ou de création peut être fait. Il faut savoir qu'en Midi-Pyrénées, quand une voie ferme, elle a 95% de chances de réouvrir et la création de nouvelles voies de Midi-Pyrénées est de 0%. Il vaut mieux réouvrir parce que ça crée pas. Dans ce cas d'absence de transport ferroviaire sur un axe et regardez si un transport routier n'est pas mis à disposition. Souvent les anciennes voies ferrées ont été remplacées par des lignes régulières d'autocars et à moindre coût économique. Donc tout est question d'argent. La quatrième hypothèse était les lignes à grande vitesse ne contribuent pas à réduire les trains sur certaines lignes. La réponse est les lignes à grande vitesse sont mises en fonction et intermodalité avec les lignes régionales ferroviaires et routières. Une analyse détaillée de la démographie est faite. Pour la future LGV concernant Midi-Pyrénées, Bordeaux-Toulouse, devrait voir si la création de nouveaux quais et le réaménagement de la gare Toulouse-Matabiau ou la création d'une nouvelle gare TGV au Triage-Tajouri, projet qui était annulé. Pour la nouvelle gare TGV, elle ne sera pas située sur le Triage-Tajouri. Aussi la création d'une infrastructure mixte entre Toulouse et Tajouri à 4 voies et Toulouse et Villefranche de Lauragais. Et la dernière hypothèse, la cinquième, la région Midi-Pyrénées serait-elle dépendante des autres régions en France? La réponse est la région Midi-Pyrénées est propre à elle-même avec la SNCF pour la desserte régionale, mais pour la desserte interrégionale avec les trains intercités et les dessertes régionales, elle est indépendante des autres régions du pays et de la SNCF. Des matériels sont échangés entre les régions pour réaliser des TER interrégions ou des TER pour une autre région. C'est le conseil régional qui gère avec la SNCF le réseau ferroviaire de Midi-Pyrénées.
Là, puis après, nous allons parler de l'enrichissement, de la problématique. Les entretiens, lectures, diagrammes, documentaires nous ont permis de développer la problématique et donc de l'améliorer. Donc, notre nouvelle problématique est, ou pourrait donc être, complétée par pourquoi et comment l'évolution du réseau ferroviaire de Midi-Pyrénées face à l'exode urbain et à la démographie et à l'avancée technologique du train. Donc, en dernière partie, nous allons voir la conclusion générale, c'est la 6e partie. Alors, grâce à l'étude de ce sujet, avec des cartes, diagrammes, coupes topographiques, entretiens, nous pouvons constater la forte expansion du chemin de fer pour voyageurs de Midi-Pyrénées en 1921, avec un grand nombre de fermetures de lignes jusqu'à nos jours, mais l'essor depuis est plus important sur certaines lignes comme Saint-Sulpice-sur-Tarn au détriment de la régression d'autres lignes comme de Brive-la-Gaillarde à Montauban-Livournon qui ont évolué. Pour la création de chaque ligne ferroviaire, nous pouvons donc voir que c'est le chemin de fer qui a su s'adapter au paysage et non l'inverse. L'anthropisation a permis des aménagements du territoire en comprenant des tunnels et d'impressionnants viaducs comme celui de Borel situé à proximité de Souillac, de ponts, de passages à niveau et bien d'autres ouvrages d'art. La définition d'un ouvrage d'art est une construction nécessaire à la réalisation d'un équipement d'un pays, voie de communication, aménagement hydraulique, portuaire, énergétique, etc. Mais depuis 2003 jusqu'en 2013, les acteurs de la région Midi-Pyrénées ont compris les besoins importants qu'ils avaient de renouveler les infrastructures, notamment grâce au plan rail, un des premiers en France et le premier. Néanmoins, des projets de réaménagement et de création de nouvelles lignes voient le jour, ayant pour exemple la nouvelle offre commerciale de Toulouse-Matabiau à Barcelone-Stante via Narbonne serait directe, contrairement aux trains actuels qui subissent un changement à Narbonne, en gare de Narbonne, pour Perpignan ou Cerbère et Barcelone. C'est ainsi l'augmentation et nouvelle ouverture à l'Europe qui commence par l'Espagne. Pour d'autres exemples, l'apparition en 2014 d'une nouvelle génération de TER, les Régiolus dont nous avons parlé, qui apporteront un petit coup de nouveauté en plus sur notre réseau régional, qui est le plus grand de la France métropolitaine et qui représente donc un enjeu majeur pour l'économie et la démographie. En ouverture, nous pouvons donc insister et ainsi affirmer le projet de la ligne à vitesse LGV Bordeaux-Toulouse qui sera la plus importante des prochaines nouveautés en Midi-Pyrénées. Elle devrait être mise en service en 2024 qui concurrencerait en 2h05 pour relier Paris contre 1h10 en avion. Donc nous allons maintenant pour cette conclusion voir un croquis de possibilités du réseau ferré Midi-Pyrénéen en 2030 serait actif. Donc ce qu'il y a de nouveau. La LGV Bordeaux-Toulouse, puis la réouverture du tronçon Auch-Agen au trafic voyageurs qui permettrait de desservir la gare d'Agen-TGV, puis la réouverture du tronçon Castelnaudary-Revel-Sorèze au trafic voyageurs pour une meilleure desserte de Revel en Haute-Garonne qui permettrait de baisser le transport routier des bus arc-en-ciel reliant la gare routière de Toulouse à Revel, puis la mise en service d'une 3e et 4e voie entre Toulouse et Saint-Jory suite au raccordement de la LGV et pour l'augmentation des trains périurbains, puis le cadencement sur toutes les lignes ferroviaires de Midi-Pyrénées qui n'est pas encore fait, et le développement des TER interrégions et des TGV vers l'Europe. Donc voilà, donc nous voyons bien ceci qui apparaît sur ce nouveau croquis qui serait peut-être actif en 2030 si les projets voient leur cours. Puis la bibliographie, nous sommes inspirés de Wikipédia, enfin je me suis inspiré de Wikipédia, du dictionnaire Larousse, du magazine Transport et Urbain. Après, les photos sont ont pour source moi-même. Aussi inspiré du magazine Rail Passion et de mes connaissances personnelles et grâce à l'entretien d'Isabelle Roumégou, chef du service convention à la direction de la région Midi-Pyrénées. Voilà. Après, en annexe, vous pouvez voir les coupes topographiques des lignes
pour montrer le profil. La topographie, c'est le relief, en grande partie, enfin en grande explication, c'est le relief. Et après, des cartes sur diverses choses variées. Donc voilà. Puis une explication des trains d'équilibre du territoire qui desservent 367 villes, 21 régions, 40 relations, 340 trains par jour, 5000 voyageurs par jour et 30 millions d'euros d'investissement de rénovation dans le matériel. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Merci d'avoir écouté ce documentaire.